OK. Dans le cadre du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes, et en ce mercredi 16 août, et nous avons une conférence avec vous sur le thème l'inscription du patrimoine ludique martiniquais dans les Caraïbes, et auquel vous allez vous entretenir pendant quelques quinzaine ou vingtaine de minutes sur ce sujet afin que les festivaliers et les festivalières puissent comprendre le patrimoine ludique martiniquais, même si au tout début, dans dans la conférence de lancement du festival et également dans les ateliers que vous avez réalisés, vous en avez parlé de pas mal de jeux, de pratiques ludiques qui qui permettent de situer l'exemplarité, la spécificité du patrimoine ludique martiniquais. Je vous laisse la parole et merci et de vous rejoindre à nous. Merci pour bonjour à tous. Alors, l'idée principalement, parce que déjà le terme m'a interpellé, le terme inscription, hein, inscription à quoi? Quand on parle d'inscription, ça veut dire que ce que l'on propose comme jeu ou loisir populaire, c'est dans un catalogue, c'est déclaré, c'est proposé, et ça peut même être inscrit encore plus, à un niveau plus élevé que le territoire dans lequel nous vivons, ça peut être inscrit à l'UNESCO. Quand on parle d'inscription du patrimoine, ça a beaucoup de sens, ça a un sens local, et puis ça peut évidemment aller beaucoup plus loin dans la mesure où c'est reconnu comme ayant une valeur universelle. Alors, donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas plus que les autres de jeux qui sont reconnus, qui ont une valeur universelle. Par contre, nous avons des spécificités. Et effectivement, tu fais bien de rappeler ma dernière intervention où je parlais du manège traditionnel martiniquais, le cheval-bois, qui est vraiment une spécificité totalement caribéenne, qu'il n'y a pas ailleurs. Et j'ai encore vérifié il n'y a pas très longtemps. Et ce qui veut dire qu'un jour, peut-être, nous pourrions proposer que ça soit inscrit au patrimoine universel des jeux et loisirs populaires. C'est pas encore le cas, mais ça pourrait être le cas. C'est-à-dire que ça mérite d'être reconnu et d'être inscrit à ce niveau-là. Cela dit, euh, les jeux sont inscrits en tant que patrimoine dans le système éducatif, puisque régulièrement, il y a des thérapeutes, des spécialistes de jeux éducatifs, il y a même des jardins ludiques qui utilisent tous nos jeux pour permettre aux enfants, d'une part aux enfants qui ont une scolarité normale, de s'exprimer et de connaître le patrimoine, mais aussi qui permettent des utilisations thérapeutiques. Parce que les enfants qui sont autistes, les enfants qui sont dyslexiques, d'autres enfants qui ont des catégories de troubles, ils utilisent, on leur demande, on leur permet d'utiliser par contre donc les jeux dans un but effectivement de déblocage de leur psychologie, de leur comportement, etc. Donc les inscriptions, c'est à plusieurs niveaux. Chez nous, les jeux sont vraiment catalogués comme jeux traditionnels populaires et loisirs populaires de manière très précise, et ça s'oppose quasiment aux jeux, disons, occidentaux, européens qui nous viennent de l'extérieur, comme les jeux mécaniques, par exemple les écoles paponneuses ou les manèges mécaniques, ou de plus en plus, il y a des jeux gonflables. Nous avons tous vu partout qu'il y a des jeux gonflables qui occupent une place très importante dans les places publiques quand il y a des fêtes. Et en ce moment, par exemple, à Fort-de-France, il y a un parc de jeux gonflables très important, qui est très grand, qui utilise pas l'équivalent de 2 terrains de football, avec tous les jeux répartis là-dessus. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de place. Donc, ce sont des jeux, bien sûr, ce sont des jeux qui permettent aux enfants de s'exprimer, de se défouler. C'est plutôt des jeux physiques. Ce ne sont pas tellement des jeux d'adresse ou des jeux de réflexion, mais ils font partie des loisirs populaires et qui font partie donc des loisirs modernes. Donc, c'est pour ça que je tenais à le dire, parce que je fais une distinction entre les jeux traditionnels, les loisirs traditionnels populaires, utilisés par tout le monde, les jeux de billes, les jeux de cerceau, les toupies, toutes ces choses-là, et puis les jeux qui sont les jeux, disons, modernes ou modernisés, utilisables avec des matériaux modernes, avec des techniques modernes, techniques du gonflage, c'est pas, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a plusieurs dizaines d'années, les jeux manèges électriques non plus. Et donc, voilà, nous avons ces deux catégories-là. Donc, je vais, en conséquent, surtout parler des jeux traditionnels qui méritent une attention spécifique parce qu'ils transmettent des visages, ils transmettent une manière de vivre,
ils respectent des valeurs qui doivent fonctionner d'une génération à l'autre et qui effectivement doivent être préservées. Donc la véritable inscription pour moi, c'est ça. C'est le catalogue de ces jeux-là pour qu'ils soient protégés, sauvegardés, valorisés et donc préservés pour la transmission. Et puis, bien entendu, rien n'interdit, comme je crois l'avoir dit déjà, à des personnes intéressées de pouvoir s'appuyer sur les valeurs des jeux traditionnels, des loisirs traditionnels pour faire des jeux qu'ils ont créés, qui respectent les codes des valeurs des jeux traditionnels. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et maintenant, effectivement, lorsqu'on parle du patrimoine martiniquais en termes de jeux et de loisirs, il y a, nous le savons déjà, quelques ressemblances avec des jeux d'autres territoires de la Caraïbe, mais il est clair, et il faut que ça soit clair une fois pour toutes, que chaque territoire a sa propre logique de développement vernaculaire, de développement culturel endogène, et que par conséquent, même s'il y a des petites ressemblances, il y aura quand même des spécificités, ce qui fait bien sûr la richesse par la complémentarité. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un inventaire du patrimoine ludique martiniquais? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été menées là-dessus? Et, et est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur le patrimoine ludique martiniquais? Sur Oui, Mhm. Oui, oui, alors, donc, d'une part, il y a ce qui est notre spécificité, c'est-à-dire le manège traditionnel, par exemple. Alors oui, il y a un travail qui est fait, il y a même un ou deux documentaires qui ont été réalisés là-dessus, qui ont été réalisés là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un minimum de sauvegarde, de valorisation. Nous sommes deux entités à travailler là-dessus et avoir le manège comme ceux que j'ai monté en photo l'autre fois. Il y a un plus grand aussi. Donc oui, il y a une préservation et nous avons même retrouvé chez une famille des vestiges d'un ancien manège qui est en bon état et qui veut dire qu'on pourrait quasiment faire un petit musée. Alors, nous avons donc cet aspect des choses. Par conséquent, quand nous parlons de jeux, nous parlons de jeux de table, de jeux traditionnels qu'on joue dans les fêtes patronales, etc., et qu'on joue dans les familles. Et il y a par conséquent aussi les jeux qui sont spécifiques à la Caraïbe, pas spécifiques à la Martinique. Parce que partout, on joue au billes. On joue au billes partout. Et par contre, le règlement n'est pas le même. J'ai constaté qu'à Saint-Lucie, et j'ai vu aussi jouer à Haïti ou à la Dominique, les règles ne sont pas exactement les mêmes. Si tu joues les mêmes billes, certes, mais les règles ne sont pas les mêmes. Donc, oui, il y a par conséquent des personnes qui ont fait des études en ludiothérapie, par exemple, ou en ludothèque, et qui ont commencé à répartir, comment dirais-je, cataloguer les jeux pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, pouvoir présenter à n'importe quelle demande euh, d'une école ou d'un centre de vacances ou n'importe quelle association. Voici les jeux de Martinique. Voici les jeux que nous jouerons en Martinique. Voici les loisirs traditionnels. Comme ça, chacun peut dire, bon, ben, nous aurions aimé avoir ça chez nous, etc. Et donc, nous, par exemple, notre association, l'OMDAC, Organisation Martiniquaise de développement des agricultures, quand on se déplace avec le manège, qui a sa musique, avec la musique traditionnelle, avec des instruments traditionnels martiniquais. On se dépasse avec une dizaine de jeux, comme un peu ce que j'ai montré l'autre fois, et les gens peuvent jouer effectivement avec nous pour s'activer, pour s'amuser. très bien. Dans les jeux, je vais prendre un exemple des jeux chantés, des jeux qui se basent sur le chant, sur le langage et qui s'accompagnent et des expériences, je ne dirais pas de ludomotricité, ou bien qui s'accompagnent du processus, du corps en tant que tel, des gestes pour se créer, pour se faire. Il y en a pas mal à la Martinique et qui se différencient soit dans leur nomination ou bien dans leur sonorité ou bien dans certains imaginaires qu'ils véhiculent par rapport à celles issues de la Guadeloupe. Je ne me rappelle pas des noms de ces différents jeux, mais ce qui me rend perplexe, ou bien ce qui m'interpelle, est-ce que les traces de la colonisation et, ont perduré dans certaines pratiques ludiques, dans certains jeux, ou est-ce qu'il y a des jeux qui ont émergé ou bien qui ont été pratiqués pendant la période de la colonisation qui perdurent encore dans la société martiniquaise?
Alors, je ne dirais pas que nous avons beaucoup de jeux, notamment des jeux chantés. Par contre, dans toutes les écoles du monde, les écoles martiniquaises comme les autres, il y a les continus, les petits chants qu'on joue dans les écoles, et qui sont à peu près les mêmes, euh, je dirais, parce que c'est le système éducatif français, avec des règles, des fonctionnements, avec des petites spécificités qui sont liées précisément, d'une part, à la langue créole. Donc, les jeux qu'il y a à Bordeaux, à Lyon, à Paris, c'est pas chanté de la même façon qu'ici. Et, euh, et puis, il y a d'autre part des jeux chantés qui sont liés à l'environnement, disons, naturel. Par exemple, il y a des jeux sur les fruits, euh, sur les plantes, les animaux, etc. Mais ça c'est laissé à l'appréciation justement des éducateurs, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de règles définies. Par contre, les éducateurs peuvent introduire le concept de jeu chanté et exploiter notre environnement, soit l'environnement culturel, l'environnement naturel, etc., ou l'histoire, c'est des jeux sur des personnages historiques. Mais on se retrouve là dans ce contexte, c'est beaucoup plus le contexte éducatif. Et par exemple, dans les traits patronales, je ne note pas la présence de jeux chantés au milieu de la population quand les gens sont là. Ils font des jeux, certes, mais ils ne font pas des jeux chantés particulièrement. Donc, je connais très bien le concept de jeu chanté. Je l'ai vu à l'extérieur, ailleurs. Mais nous n'avons pas, on ne peut pas dire que nous avons vraiment une culture du jeu chanté, en particulier en dehors du système éducatif qui privilégie, notamment pour les plus petits, les comptines et les chants qui sont un petit peu universels, mais qui sont propres au système éducatif français. Très bien. Oui, il y avait un autre aspect de la question. Est-ce qu'il y a des traces de la colonisation qui demeurent dans les pratiques ludiques ou bien dans les jeux traditionnels qui existent à la Martinique? Et autrement, est-ce que il y a des jeux ou bien des pratiques ludiques datées de la période coloniale qui perdurent, mais qui ont évolué, qui ont changé, et soit dans leurs modalités, soit dans et leurs règles, les principes, les contenus. Et... Alors, comme il s'agit d'une question qui est liée à la logique d'histoire et de recherche, et je ne connais pas d'études qui ont fait ce lien-là entre patrimoine ludique de la période esclavagiste, par exemple, ou bien tout de suite après la colonisation, et la période actuelle. Par contre, il est clair qu'il y a des jeux qui sont ancestraux, par exemple la toupie, les jeux de cerceau, euh, les jeux de ficelle, etc. Ça existait déjà. Il y a des peuples qui font ça depuis des temps immémoriaux. Lorsque les esclaves sont arrivés sans rien dans leurs mains, ils ont quand même reproduit dans les plantations les jeux de table que nous jouons à deux, à trois, à plusieurs. Et puis aussi, il y a les jeux de cartes, les jeux de domino qui ont été amenés, les jeux d'échecs, etc., qui ont été amenés par le colonisateur et qui ont été absorbés par l'intelligence collective des esclaves. Donc, il y a de toute manière des jeux qui ont des racines qui sont propres au choc des cultures de la période de l'esclavage et de la colonisation juste après, mais on ne peut pas dire qu'il y a une filiation directe. Par contre, il est clair que l'intelligence collective que je viens de citer a permis à des esclaves ou des descendants d'esclaves de créer avec leurs propres moyens du bord, leurs propres idées, des solutions pour s'amuser, s'exprimer avec ce qu'ils ont autour d'eux, avec du bois, avec du métal, avec des pierres, avec toutes sortes de choses. Et c'est justement ça l'intérêt du jeu dans la conception traditionnelle populaire d'un peuple, c'est qu'il y a une part de créativité. Il y a une part de créativité qui est liée à ce que nous trouvons et comment nous l'utilisons pour nous amuser. Ça, c'est très important. Maintenant, si je fais ça avec les mains, eh bien, je me suis amusé. Si je souffle dans mes mains, je me suis amusé. Donc, c'est clair et précis qu'il y a un petit nombre de styles de jeu, de types de jeux, de jouets qui ont été légués au fil du temps par les civilisations qui se sont rencontrées, aussi bien les esclaves que les colons. Et après, il y a beaucoup de choses qui ont été créées de la main de l'homme et qui, au bout de 30, 40, 50 ans, 60 ans, deviennent des objets du patrimoine. Et ça, on sait qu'il y a une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Très bien, merci. Et autre question, est-ce que il y a des jeux
se font selon la saisonnalité et selon à l'été, en hiver, et à la Martinique. Et également selon la temporalité. Par exemple, pendant les vacances, les enfants jouent à tel jeu, les adolescents jouent à tel jeu. Pendant la période scolaire, la période et d'école où il y a, je dirais, une affluence d'activités en dehors du temps de repos, il y a des jeux qui se font. Et autre chose, est-ce qu'il y a des jeux qui se font selon l'environnement, selon la géographie et de l'île? D'accord. Alors déjà, j'ai une petite rectification. C'est important pour ceux qui écoutent. Nous considérons que nous n'avons pas d'hiver ou d'été ici. On a la saison sèche et la saison Oui, des cyclones, l'hivernage, comme on dit chez nous. oui, Et donc, c'est déjà juste au-dessus de ça, parce que précisément, comme il n'y a pas d'hiver ici, il n'y a pas de boule de neige, donc on ne fait pas de combat de boule de neige, etc. Alors, donc, c'est une petite boutade, mais c'est aussi la vérité. Mais par contre, non, il n'y a pas de jeu saisonnier. Il y a des jeux par rapport, comment dire, des situations. Par exemple, lorsqu'on est sur le bord de la plage, sur le littoral, il y a des jeux qui sont propres à la mer. Quand on est près de la rivière, il y a des jeux qui sont propres par rapport à la nature. Oui, une partie de la question, c'était par rapport à la nature. Oui, par rapport à la rivière, il y a des jeux, on prend une plume de l'animal, on met sur une feuille et on met dans l'eau. Des jeux, quand il n'y a pas de période. On utilise les jeux traditionnels que nous connaissons à la Martinique ou les loisirs traditionnels comme le manège, etc. On utilise toute l'année. Il n'y a pas de différence. Hein, mais il y a des loisirs qui ne sont pas des jeux au sens ludique du terme, des jeux de table, des choses comme ça, mais qui sont des jeux de pratique traditionnelle. Par exemple, les danses traditionnelles, chez au tambour, c'est toute l'année. Il n'y a pas de moment particulier. Il y a des moments de pointe uniquement peut-être vers la Noël, où il y a des chants de Noël. Et ça, c'est dans toute la Caraïbe, ça existe. Et par conséquent, nous avons, disons, une façon un peu linéaire d'utiliser les jeux et les loisirs populaires, sauf à dire que pour la période des grandes vacances, les vacances scolaires, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeux modernes, et j'ai cité ça tout à l'heure, les jeux gonflables par exemple, ou des petits jeux. Par exemple, les enfants du paintball, tout le monde sait ce que c'est, le paintball, on a des fusils avec des balles qui ont de la peinture pour se tirer dessus, pour se faire des taches. C'est un jeu, c'est une compétition, c'est un jeu d'opposition, c'est un jeu comme les autres qui a plus l'esprit de reproduire les activités, disons, armées, etc., mais dans un but de s'amuser. Alors, je ne mets pas ça exactement dans nos jeux traditionnels populaires, mais ça existe. Et nous savons aussi qu'il y a plusieurs jeux traditionnels dans la Martinique, autour du bâton. Il y en a en Haïti, il y en a en Trinidad, il y en a en Martinique, il y en a en Suriname, il y en a dans plusieurs pays. Donc, utilisation régulière, sans particularité de temps. Par contre, oui, près de la plage, il y a des jeux, près de la rivière, il y a des jeux, facilement. oui. Désolé, quand je me référais à la question de la saisonnalité, je devais dire par rapport entre l'été et la période de saison est sec et la période de saison pluvieuse, parce qu'on a deux saisons en Haïti, où en décembre, par exemple en Haïti, il y a des jeux qui se font en décembre. Il y a des jeux qui se font pendant la période des grandes vacances scolaires, à l'été. Il y a des jeux qui se font en période et pendant la période de l'année académique, l'année scolaire. Et ce qui fait, certains par rapport à ces jeux de temporalité, il y a certains jeux qui se font, il y a d'autres qui ne se font pas. Et je pense que c'est à cela que je voulais me référer. Et pour terminer, ce qui m'a attiré l'attention, est-ce qu'il y a réellement une politique de partage, de sauvegarde de ce patrimoine ludique si riche? Également, est-ce que les institutions de socialisation, par exemple l'église, l'école, ou d'autres institutions, est-ce qu'elles collaborent, est-ce qu'elles s'impliquent réellement dans ce partage d'expériences ludiques et de moments, d'événements, d'activités ludiques? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des interdits moraux ou religieux par rapport à certains jeux qui sont pratiqués
et à la Martinique? D'accord. Alors, je commence par répondre à la fin. Il n'y a pas d'interdit, aucun interdit sur aucun jeu. Par contre, oui, il y a des institutions soutiennent d'une part la connaissance, la valorisation et la promotion des jeux traditionnels. Ça, c'est toute l'école, tout le système scolaire, notamment pour les petits, parce que il faut commencer par eux, mais tout ce qui concerne les adolescents, par exemple, ou les jeunes qui vont dans les écoles de vacances, tout ça, oui, on pratique les jeux. Et les familles continuent comment dirais-je, à convier leurs enfants à aller connaître et pratiquer les jeux traditionnels, les jeux traditionnels et les loisirs traditionnels. Ça, tout le monde a une attitude positive à ce sujet. Et les institutions qui notamment peuvent être amenées à financer ou à aider des actions de valorisation, justement, oui, apportent leur contribution comme une association qui est spécialisée dans le domaine, demande un soutien pour pouvoir faire la promotion et la valorisation des jeux. Donc, alors, par contre, je voulais ajouter une chose sur la saisonnalité. Je me rappelle maintenant ce qu'on fait, qu'il y a un jeu, à mon avis, euh, un jeu traditionnel, un loisir populaire qui fonctionne qu'à Pâques. Parce que Pâques, c'est la saison où on mange du crabe, on fait des recettes à base de crabe. C'est la seule saison. Vraiment, on fait ça, on ne fait pas ça du tout avant, ni en janvier, ni en février, ni en mars, ni en juin, juillet, août, septembre, jusqu'à la fin de l'année. C'est avril. C'est même Pâques. Et on fait des courses de crabe. Et ça, c'est très répandu, ça fonctionne très bien. Et il y a même à mon avis, deux associations vraiment spécialisées dans ça. Et ça attire beaucoup de monde. Ça fonctionne pendant presque 15 jours. Peut-être que c'est le seul jeu qui est fondé sur une saisonnalité, le seul jouet loisir populaire qui est fondé sur la saisonnalité. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Yves Serraline. Merci pour cette conférence échange autour du patrimoine ludique martiniquais. Merci et bonne continuation et à bientôt. D'accord. Et nous reverrons cet après-midi pour la clôture du festival à 19h. Voilà. Un discours de 5 à 10 minutes. Oui, d'accord. D'accord. Entendu. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt.